Une famille de milliardaires blancs s'est moquée de la femme noire lors d'une fête, puis elle a annulé leur contrat d'1 milliard d'euros. Nadia Kwasi descendit lentement de la voiture noire qu'il avait conduite depuis Marseille. Devant elle s'étendait le vaste domaine du château de Saint-Monclair, propriété ancestrale de la famille Delcourt. La bâtisse, illuminée par d'innombrables guirlandes dorées, se dressait fièrement au milieu d'un parc parfaitement entretenu, où des allées de gravier blanc menaient à une entrée monumentale. Le parfum des roses et des lavandes flottait dans l'air tiède de ce début d'été provençal, et le bruit lointain d'un quatuor à cordes résonnait depuis la grande salle de réception. Tout, ici, respirait le luxe et l'assurance de ceux qui régnaient depuis des générations sur leur domaine. Chef d'entreprise franco-ivoirienne dans le secteur des énergies renouvelables, Nadia n'était pas étrangère aux événements mondains. Elle avait assisté à des dîners d'affaires à Paris, à des forums internationaux à Genève, à des rencontres diplomatiques à Abidjan. Pourtant, cette invitation avait une saveur particulière. Les Delcourt, famille de magnats de l'immobilier, figuraient régulièrement à la une des magazines économiques et mondains. Leur fortune, estimée à plusieurs milliards d'euros, leur donnait un poids considérable dans les affaires et dans les médias. Les négociations menées au cours des derniers mois avaient que promettaient de déboucher sur un contrat historique, un partenariat sur 10 ans pour financer et implanter des infrastructures énergétiques vertes dans plusieurs grandes villes françaises et européennes. En montant les marches du perron, Nadia sentit l'importance de la soirée peser sur ses épaules. La presse avait été conviée, signe que les Delcourt voulaient marquer l'événement. Elle aperçut, à travers les immenses portes vitrées, des silhouettes élégantes en robe de soirée et en smoking, un verre de champagne à la main. Un serveur en gants blancs lui tendit un plateau d'où s'échappait le parfum délicat du foie gras truffé. Nadia le remercia poliment, accepta la coupe pétillante, puis entra dans le grand hall. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de portraits à l'huile représentant des générations de Delcourt, tous posant avec ce même regard assuré, presque hautain. Les lustres de cristal jetaient des éclats sur les marbres anciens, et les conversations s'entremêlaient dans un murmure mondain. Au centre de la salle, la matriarche, Madame Éléonore Delcourt, drapée dans une robe couleur ivoire, saluait les invités avec l'élégance d'une reine. Lorsque son regard croisa celui de Nadia, elle afficha un sourire parfaitement maîtrisé. « Chère Madame Kwasi, bienvenue à Saint-Monclair », dit-elle en lui prenant la main. « Nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. »« C'est un honneur, Madame Delcourt », répondit Nadia avec un sourire sincère. Rapidement, elle fut entraînée dans un cercle de convives où l'on parlait aussi bien de placements financiers que des dernières expositions parisiennes. On l'interrogea sur ses projets, sur son parcours, sur les défis de son secteur. Les échanges étaient polis, parfois admiratifs, et Nadia sentit naître une certaine fierté en évoquant les innovations de son entreprise. Chaque mot, chaque geste, elle les mesurait. Elle savait qu'ici, la moindre impression pouvait influencer les jours à venir. Pourtant, derrière la convivialité apparente, elle percevait une tension subtile. Les regards se posaient sur elle avec curiosité, parfois avec ce léger éclat que l'on réserve aux invités dont la présence est à la fois bienvenue et exotique. Mais elle repoussa cette sensation au fond d'elle. Après tout, c'était une soirée de célébration, et tout semblait réuni pour sceller une alliance prometteuse. Elle ignorait encore que, dans l'éclat des lustres et le tintement des verres, se cachait une épreuve qui bouleverserait le cours de cette soirée et de sa carrière. Le dîner avait commencé depuis une bonne heure lorsque le service principal fit son entrée. Les convives, installés autour d'une longue table recouverte d'une nappe immaculée et ornée de bougeoirs en argent, échangeaient des histoires, des rires et des projets. Les murs de la salle à manger, recouverts de fresques représentant des paysages provençaux, semblaient enfermer une bulle où le raffinement se mêlait à la démonstration de puissance. Les serveurs, silencieux et rapides, déposaient les assiettes devant chaque invité, un filet de bœuf rosé nappé d'une sauce au vin rare, accompagné de légumes finement taillés. Nadia, placée entre un investisseur suisse et l'un des fils Delcourt, échangeait poliment sur les enjeux du marché européen des énergies renouvelables. L'ambiance restait cordiale, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que la conversation s'orientait souvent vers elle, comme si l'on attendait qu'elle se raconte, qu'elle se justifie presque de sa présence à cette table. Elle se contentait de répondre avec mesure, consciente de l'importance de maintenir une image professionnelle irréprochable. Puis, au détour d'une question sur ses origines et ses premières affaires, le jeune homme assis à sa droite, Charles Delcourt, se pencha légèrement vers un petit groupe de convives plus loin sur la table. Il attendit que Nadia détourne brièvement les yeux pour saisir son verre, puis lança d'une voix suffisamment forte pour être entendue. « Vous savez, avec un accent pareil, on pourrait presque croire qu'elle va nous chanter une berceuse africaine avant le dessert. » Quelques rires étouffés fusèrent aussitôt, suivis de murmures complices.
L'un des invités lâcha même un éclat de rire franc, brisant l'harmonie feutrée du dîner. Nadia sentit le sang affluer à ses tempes. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur la tige de son verre, mais elle ne bougea pas. Charles, voyant que la remarque avait provoqué un écho, décida d'aller plus loin. Il se lança dans une imitation grossière de son intonation, caricaturant ses phrases en exagérant chaque syllabe. Le groupe riait désormais ouvertement, comme si la scène faisait partie d'un divertissement improvisé. Personne, autour d'eux, ne semblait intervenir pour mettre fin à ce moment. Même les conversations plus éloignées semblaient ralentir, comme si l'assistance hésitait entre feindre de ne rien entendre ou écouter la provocation. Nadia, toujours immobile, croisa alors le regard de l'investisseur suisse à sa gauche. Son visage exprimait un malaise certain, mais il détourna vite les yeux, préférant se concentrer sur sa fourchette. Ce silence complice, plus que les rires eux-mêmes, pesait sur elle. C'était comme si tout le monde avait tacitement accepté que cette humiliation se déroule sans que cela ne mérite une réaction. Elle prit une inspiration discrète, força un sourire léger et dit simplement « J'imagine que vous trouvez cela amusant, monsieur Delcourt. » Le jeune homme haussa les épaules, un sourire insolent aux lèvres. « Oh, ne le prenez pas mal, madame Kwasi. C'est juste pour détendre l'atmosphère. » La phrase, prononcée avec un ton faussement innocent, acheva de figer l'air autour d'eux. Nadia choisit de ne pas répondre davantage. Elle reporta son attention sur son assiette, mais chaque bouchée lui semblait soudain difficile à avaler. Le goût raffiné du plat s'était effacé, remplacé par une amertume sourde. Quelques minutes plus tard, la conversation générale reprit son rythme, mais l'incident avait laissé une trace invisible. Nadia remarqua que 2 ou 3 convives, situés plus loin, lui adressaient des regards furtifs, à mi-chemin entre la curiosité et l'évaluation. Elle devinait que certains observaient la façon dont elle allait réagir sur le long terme, peut-être pour en tirer une conclusion sur son caractère, sa tolérance ou son seuil de résistance. Le reste du dîner se poursuivit dans un mélange de mondanité et de tensions sous-jacentes. Les discussions passèrent de l'économie internationale aux dernières acquisitions immobilières des Delcourt, puis au voyage de chasse du patriarche dans des réserves privées d'Afrique australe. À chaque fois, Nadia participait, mais son esprit restait en arrière, figé sur la scène qui venait d'avoir lieu. Elle s'interrogeait déjà sur la manière dont cet épisode devait être interprété. Était-ce une simple maladresse due à l'arrogance d'un jeune homme riche ou bien le symptôme d'un mépris plus profond, enraciné dans sa famille? Lorsque le dessert fut servi, une tartelette au citron délicatement dorée, elle constata que Charles avait totalement retrouvé son assurance, plaisantant avec d'autres invités comme si rien ne s'était passé. Ce contraste entre la gravité de ce qu'elle avait ressenti et la légèreté avec laquelle les autres passaient à autre chose la désorienta. À la fin du repas, alors que les convives se levaient pour rejoindre le salon où le café et les digestifs étaient servis, un photographe du magazine économique invité pour l'occasion s'approcha d'elle. « Madame Kwasi, une photo avec les Delcourt pour notre article ?» Elle hésita une fraction de seconde, puis acquiesça, consciente que refuser maintenant attirait inutilement l'attention. Elle se plaça aux côtés de la famille, le sourire maîtrisé, l'attitude impeccable. Les flashs crépitèrent, immortalisant une image de convivialité qui ne reflétait en rien ce qu'elle avait vécu une demi-heure plus tôt. En quittant la séance photo, elle sentit sur son épaule la main légère de Madame Delcourt, qui lui glissa à voix basse. « J'espère que vous profitez de la soirée, cher ami. » Nadia répondit par un « bien sûr », presque automatique. Mais en réalité, elle savait que quelque chose venait de se fissurer. Ce qui devait être une célébration prenait déjà une tournure différente, invisible pour les caméras, mais bien présente pour elle. Le café avait été servi dans le grand salon d'hiver, une pièce somptueuse aux murs recouverts de boiseries anciennes, où des fauteuils en velours vert foncé étaient disposés autour d'une imposante cheminée de marbre. Un feu crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les tableaux accrochés au-dessus. Des serveurs circulaient entre les groupes, déposant de fines tasses de porcelaine et de petits verres de cognac. L'atmosphère semblait s'être détendue après le dîner, et des éclats de voix ponctuaient les conversations animées. Nadia, assise près d'une table basse, conversait avec une entrepreneuse italienne spécialisée dans la mode durable. La discussion portait sur les possibilités de collaboration croisées entre leurs secteurs respectifs. Mais alors que la conversation prenait un tour passionnant, un mouvement près de la cheminée attira son attention. Madame Éléonore Delcourt venait de se lever, un verre à la main, et s'adressait à un petit cercle d'invités. Sa voix claire, légèrement théâtrale, portait dans toute la pièce. « Vous savez, dit-elle avec un sourire empreint d'ironie, quand on pense à tous ces chemins improbables qui mènent à des soirées comme celle-ci, on ne peut qu'être admiratif. Certaines personnes viennent de si loin, et regardez où elles sont aujourd'hui. » Quelques rires polis suivirent,
comme pour souligner que l'assistance comprenait l'allusion. Plusieurs têtes se tournèrent discrètement vers Nadia, certaines avec un intérêt presque amusé, d'autres avec un sérieux ambigu, comme si elles attendaient une réaction. La chaleur du feu sembla se dissiper, remplacée par une fraîcheur désagréable qui s'insinuait dans l'air. Madame Delcourt poursuivit, le ton faussement élogieux. « Je me souviens encore, il y a des années, lorsque mon mari et moi avions rencontré nos premiers partenaires venus d'Afrique. C'était, comment dire, rafraîchissant. Ils avaient une façon tellement originale de négocier, avec ce mélange charmant d'enthousiasme, d'audace. » Elle ponctua sa phrase d'un sourire appuyé, ses yeux se posant brièvement sur Nadia avant de glisser vers un autre invité, comme pour diluer la cible de ses propos. Les rires s'éteignirent peu à peu, remplacés par ce silence flottant où chacun semblait mesurer le caractère tendancieux des paroles. Nadia sentit son cœur battre plus vite, mais elle resta immobile. Elle connaissait cette forme subtile de condescendance, enveloppée d'éloges pour mieux dissimuler le mépris. Elle ne répondit pas. La conversation autour de la matriarche reprit rapidement sur d'autres sujets, comme si de rien n'était, mais le venin était déjà distillé. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle se trouvait près du buffet où l'on servait des mignardises, un homme d'une 60aine d'années, visiblement proche de la famille, s'approcha d'elle avec un sourire que Nadia jugea immédiatement calculé. « Vous savez, Madame Kwasi, je trouve admirable que vous ayez réussi à bâtir un empire dans un secteur aussi technique. Cela doit être un vrai défi, surtout en venant d'où vous venez. » « Et d'où, exactement, pensez-vous que je viens ?» répondit-elle d'une voix douce mais ferme. L'homme sembla pris au dépourvu, mais se reprit rapidement. « Oh, je voulais simplement dire, enfin, vous comprenez. » Elle hocha la tête en feignant la compréhension, mais l'envie de quitter la pièce se fit plus pressante. Elle se rendit compte que ces phrases, apparemment anodines, formaient un pattern qu'elle avait déjà rencontré dans sa carrière. Un discours où le compliment se teinte d'un rappel constant de sa différence, comme si sa réussite devait toujours être considérée comme une exception improbable. Plus tard dans la soirée, alors qu'un groupe se formait autour du piano où un invité improvisait quelques airs, Nadia se retrouva à nouveau dans le champ d'une conversation où son nom circulait. Cette fois, c'était l'un des cousins Delcourt, la quarantaine élégante, qui racontait à une jeune femme comment elle avait toujours eu un faible pour les cultures exotiques, précisant avec un clin d'œil qu'il espérait que leur partenariat lui ouvrirait les portes d'un peu plus de soleil. Les rires légers qui suivirent confirmèrent que personne ne voyait là un problème. Nadia, de son côté, se contenta de prendre une gorgée de champagne, observant la scène avec ce calme apparent qui masquait une tempête intérieure. Elle comprenait désormais que l'incident de la table n'était pas isolé. Il s'inscrivait dans une trame plus large, tissée depuis longtemps, et qui s'exprimait sans retenue dans cet environnement où les Delcourt semblaient intouchables. Alors que l'horloge ancienne sonnait minuit, annonçant la fin officielle de la réception, elle salua poliment ses hôtes. Le sourire de Madame Delcourt, impeccable mais dépourvu de chaleur, fut la dernière image qu'elle emporta en quittant le château. Dans la voiture qui la ramenait à son hôtel, elle resta silencieuse, les yeux fixés sur les routes sombres bordées de cyprès. Ce n'était plus seulement une soirée mondaine qu'elle venait de vivre, mais un avertissement. Et Nadia savait qu'à partir de ce soir, chaque pas qu'elle ferait dans cette négociation serait lourd d'un sens nouveau. La nuit était tombée sur Marseille lorsque Nadia rentra à son appartement. La vue sur le vieux port, d'ordinaire apaisante, semblait ce soir-là sans éclat. Les lumières des bateaux dansaient doucement sur l'eau, mais son esprit était trop agité pour apprécier le spectacle. Elle retira ses talons, laissa tomber son manteau sur le canapé et resta un instant immobile, fixant le vide. Sur la table basse, son téléphone vibra. Un message de Marc, son directeur financier, s'afficha. Il lui rappelait que le contrat avec les Delcourt représentait non seulement un chiffre d'affaires colossal, mais aussi la garantie de stabilité pour les 10 prochaines années. Dans son texte, Marc détaillait les prévisions de croissance, les emplois qui pourraient être créés, les partenariats bancaires déjà prêts à se mobiliser dès que l'accord serait signé. Ces mots étaient précis, factuels, mais la conclusion sonnait presque comme un avertissement. Si nous perdons cette opportunité, Nadia, nous devrons repenser toute notre stratégie pour les années à venir. Elle posa le téléphone, mais ses pensées restèrent accrochées à cette phrase. Ce n'était pas seulement son avenir qui était en jeu, c'était aussi celui de ses employés, des ingénieurs qui avaient cru en son projet, des techniciens qui avaient quitté d'autres postes pour la rejoindre, des familles entières qui dépendaient désormais de la santé de l'entreprise. Elle se dirigea vers son bureau, alluma la lampe et ouvrit son ordinateur portable. Les chiffres s'alignaient sur l'écran, projection de revenus, courbe de croissance, simulation de développement. Elle les connaissait par cœur pour les avoir étudiés des dizaines de fois depuis le début des négociations. Mais ce soir, les colonnes de données semblaient plus lourdes, presque oppressantes.
Elle se surprit à parler toute seule, comme pour organiser ses pensées. Si je signe, je valide plus que des clauses contractuelles. J'accepte aussi ce que j'ai entendu. Et si je refuse, combien de personnes seront impactées? Son regard se posa sur une photo posée à côté de l'écran, une image prise lors de l'inauguration d'un de ses premiers parcs solaires en Côte d'Ivoire. On y voyait ses employés, souriant, levant le poing vers le ciel. Elle se souvint de cette fierté collective, de l'impression de bâtir quelque chose qui avait du sens. La sonnerie de son téléphone coupa court à ses réflexions. C'était Sophie, son assistante de longue date. « Nadia, tu es rentrée ?» demanda la voix familière. « Oui, il y a peu. Je voulais juste te dire, je sais que c'est une énorme opportunité. Mais je t'ai vu ce soir. Tu es rentrée avec quelque chose sur le cœur. Ce n'est pas facile. Sophie, on parle d'un contrat qui pourrait changer notre trajectoire. Mais je me demande si le prix à payer ne sera pas plus lourd que ce que je pensais. Ce n'est pas à moi de te dire quoi faire, mais souviens-toi. Ce n'est pas seulement ton nom qui est sur les documents, c'est aussi ton visage, ton histoire. » Après cet appel, Nadia resta un long moment à observer les reflets du port par la fenêtre. Une pensée insistante lui revenait. Elle avait déjà dû affronter des comportements déplacés dans le passé, mais jamais dans un contexte où l'enjeu financier était aussi colossal. Cette fois-ci, la décision ne concernait pas seulement sa dignité personnelle, elle risquait d'emporter avec elle l'équilibre d'une centaine de vies professionnelles. Elle tenta de trouver le sommeil, mais les heures passèrent sans qu'elle puisse apaiser son esprit. Vers 4 heures du matin, elle se leva, alluma la lumière et ouvrit un carnet où elle notait ses idées stratégiques. Elle traça 2 colonnes, « Signer » et « Ne pas signer ». Sous la première, elle écrivit en lettres majuscules « Stabilité, expansion, emploi ». Sous la seconde, « Intégrité, respect, précédent ». Les 2 listes semblaient peser le même poids, mais sur des registres totalement différents. Lorsque le jour se leva, elle prit une décision provisoire. Elle allait continuer à avancer sur le dossier, tout en cherchant une issue qui ne la forcerait pas à choisir entre ses valeurs et la survie de son entreprise. Mais au fond d'elle, elle savait que cette position intermédiaire ne tiendrait pas éternellement. Un choix clair s'imposerait tôt ou tard et ne laisserait pas de place à la demi-mesure. Le lendemain matin, Nadia arriva tôt au siège de son entreprise, un bâtiment moderne situé dans le quartier d'affaires d'Euroméditerranée. Les grandes baies vitrées laissaient entrer une lumière froide et l'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Elle avait convoqué une réunion informelle avec quelques collaborateurs proches, non pas pour prendre une décision finale, mais pour sonder l'atmosphère et recueillir des impressions. Sophie, son assistante, fut la première à entrer, suivie de Karim, directeur des opérations, et d'Hélène, responsable des relations institutionnelles. Chacun s'installa autour de la table en verre. Nadia commença par demander un point rapide sur l'avancée des démarches juridiques liées au contrat. Hélène expliqua que tout était prêt pour la signature, qu'il ne restait qu'à fixer la date officielle. Avant de parler de date, j'aimerais comprendre un peu mieux nos futurs partenaires, dit Nadia en fixant Hélène. Pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur leur réputation dans le milieu. Hélène hésita. Elle jeta un coup d'œil à Karim, qui détourna le regard, puis finit par répondre. « Nadia, il y a certaines histoires qui circulent depuis des années à propos des Delcourt. Rien d'officiel, rien qui ait fait scandale publiquement. Mais ce ne sont pas des rumeurs isolées. » Intriguée, Nadia l'invita à continuer. Plusieurs partenaires étrangers, notamment en Asie et en Afrique, ont rompu leurs discussions après avoir participé à des événements privés chez eux. Officiellement, les raisons invoquées étaient liées à des désaccords commerciaux. Mais, officieusement, il s'agissait souvent de remarques déplacées ou d'attitudes condescendantes. Karim prit la parole à son tour, le ton plus direct. Ils ont un pouvoir médiatique énorme. Ils contrôlent plusieurs titres de presse, financent des événements culturels et sportifs. Quand un problème surgit, ça ne sort jamais des cercles privés. Les victimes finissent par se taire ou par disparaître des radars. Nadia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les événements de la veille n'étaient donc pas un accident, mais un schéma qui s'était répété, effacé à chaque fois par leur influence. « Et pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» demanda-t-elle, un mélange de frustration et de déception dans la voix. Hélène inspira profondément. Parce que ces histoires sont toujours difficiles à prouver, et parce qu'on savait que ce contrat était crucial pour l'entreprise. On ne voulait pas t'influencer avec des rumeurs non confirmées. Le reste de la réunion se déroula dans un silence plus pesant. Les chiffres semblaient perdre de leur éclat face aux nouvelles informations. Lorsque ses collaborateurs quittèrent la salle, Nadia resta seule quelques minutes, observant les toits de la ville à travers la vitre. Une partie d'elle se sentait trahie par le silence de son équipe,
mais une autre comprenait leur prudence. Dans l'après-midi, elle déjeuna avec Claire, une ancienne partenaire de projet solaire au Maroc, de passage à Marseille. La conversation dériva rapidement vers la famille Delcourt lorsque Nadia mentionna les négociations en cours. Claire se pencha légèrement, baissant la voix malgré l'ambiance animée du restaurant. « Nadia, je ne veux pas m'immiscer dans tes affaires, mais fais très attention. J'ai vu ce qu'ils sont capables de faire lorsqu'ils veulent discréditer quelqu'un. Une amie à moi, entrepreneuse en Afrique de l'Ouest, avait un accord préliminaire avec eux. Après un dîner mondain dans leur château, elle a mis fin aux discussions. 3 semaines plus tard, un article diffamatoire est apparu dans un journal parisien, insinuant qu'elle gérait mal ses finances. Aucune preuve, mais ça lui a coûté des investisseurs. Cette révélation donna un poids supplémentaire aux inquiétudes de Nadia. Ce n'était pas seulement une question de respect ou de dignité, il y avait aussi un risque stratégique. Refuser un contrat avec les Delcourt pourrait déclencher des représailles silencieuses mais redoutables. En fin de journée, dans son bureau, elle reçut un courriel d'un autre contact du secteur, un consultant londonien. Le message était bref mais clair. « Ne te laisse pas séduire par les chiffres. Leur argent achète beaucoup plus que des immeubles. » Ces mots résonnèrent longtemps dans sa tête, comme un avertissement cryptique mais lourd de sens. Lorsque Nadia quitta enfin le bureau, le soleil déclinait sur la ville. Elle marchait lentement jusqu'à sa voiture, le téléphone à la main, hésitant à appeler Marc pour lui confier ses nouvelles informations. Mais elle renonça au dernier moment. Elle savait que cette discussion devrait avoir lieu, mais pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas décidé comment utiliser ce qu'elle venait d'apprendre. Cette journée avait modifié les contours de son dilemme. Elle n'était plus seulement face à une question de principe, mais face à un adversaire potentiellement dangereux, dont l'influence dépassait largement le cadre des affaires. 2 jours après la rencontre avec Claire, alors que Nadia travaillait sur un dossier de financement pour un parc éolien en Normandie, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif provenait de Paris. Elle hésita à décrocher, puis répondit « Bonjour Madame Kwasi, ici Léo Brémond, journaliste économique pour le Journal du Capital. Je vous appelle pour confirmer votre présence à la conférence de presse des Delcourt, ce lundi à Paris. » Nadia se redressa sur sa chaise, son stylo suspendu au-dessus de ses notes. « Conférence de presse ? Je ne suis pas certaine de comprendre. »« Oui, » reprit le journaliste avec un ton assuré, « l'annonce officielle de votre partenariat. La famille Delcourt a envoyé l'invitation à plusieurs rédactions hier soir. Vous interviendrez après le discours d'ouverture de Madame Éléonore Delcourt, n'est-ce pas ?» Une bouffée de chaleur monta dans sa nuque. Elle n'avait donné aucun accord final, et encore moins fixé une date pour une annonce publique. « Je crains qu'il y ait un malentendu. Je ne suis pas en mesure de confirmer ma présence, » répondit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Le journaliste sembla surpris. « Oh, je vois. Pourtant, le communiqué précise que vous êtes déjà partenaire et que les signatures ne sont qu'une formalité. Peut-être devrais-je vérifier auprès de leur attaché de presse ? » « Oui, faites cela, » conclut Nadia, avant de mettre fin à l'appel. Elle posa son téléphone sur le bureau et resta un moment sans bouger. Ce geste des Delcourt changeait la donne. Ils agissaient comme si tout était scellé, s'appropriant la narration publique. En procédant ainsi, ils l'enfermaient dans un scénario où toute hésitation de sa part pourrait être interprétée comme une rupture brutale, voire un désaveu public. Elle appela immédiatement Sophie, qui confirma qu'aucun membre de l'équipe n'avait été informé de cette conférence. Ils fouillèrent ensemble leur courriel et trouvèrent finalement, dans la boîte de réception générale, une invitation officielle envoyée par l'agence de communication des Delcourt. L'objet du message ne laissait aucune place au doute. Annonce historique du partenariat Delcourt-Kwasi Énergie, Hôtel Peninsula, Paris. À peine avait-elle fini de lire qu'un autre appel entra, cette fois de Marc. « Nadia, j'imagine que tu as vu passer l'invitation. On ne peut pas ignorer ça. Tous les investisseurs suivent l'affaire. Ce que je vois surtout, c'est qu'ils ont décidé de m'inclure dans un programme sans mon accord, répliqua-t-elle sèchement. Peut-être est-ce une stratégie pour créer un effet d'annonce et rassurer le marché ? Insista-t-il. Si c'est le cas, ça peut nous être favorable. Elle coupa court à la conversation. Elle connaissait assez Marc pour savoir qu'il jugeait chaque événement à l'aune des bénéfices potentiels et non de la loyauté ou du respect. Dans l'après-midi, une nouvelle notification apparut sur son téléphone, une alerte de presse indiquant que plusieurs médias économiques reprenaient déjà la nouvelle. Des titres comme un partenariat à 1 milliard d'euros sur le point d'être signé commençaient à circuler sur les réseaux sociaux professionnels. Certains de ses contacts l'appelaient pour la féliciter, d'autres lui écrivaient pour lui demander des détails. Le plus inquiétant survint en fin de journée, lorsqu'Karim entra dans son bureau avec un dossier à la main. « Nadia, j'ai vérifié quelque chose qui m'inquiète. »
Regarde ça. Il lui tendit une copie du communiqué officiel envoyé par l'agence des Delcourt. Dans la partie présentant les valeurs communes des deux entreprises, on pouvait lire une phrase qui la ferait dire. Ce partenariat illustre la vision partagée d'un développement inclusif et harmonieux entre cultures en intégrant des perspectives venues d'ailleurs dans le cadre du savoir-faire français. La formulation, en apparence flatteuse, sonnait comme une appropriation de son image et de ses origines à des fins marketing, tout en la cantonnant au rôle de perspective venue d'ailleurs dans un projet dominé par le savoir-faire français. Ils essaient de te transformer en vitrine, souffla Karim. Nadia referma le dossier et se leva. Elle marcha jusqu'à la baie vitrée, observant le soleil couchant sur les toits de Marseille. Cette conférence non sollicitée, cette appropriation publique de sa participation, tout cela sentait la manœuvre. Les Delcourt n'avaient pas seulement devancé l'annonce, ils avaient défini le récit avant même qu'elle puisse donner son accord. Dans son esprit, une conclusion s'imposait. Il tentait de verrouiller la situation en rendant toute sortie extrêmement coûteuse, financièrement et médiatiquement. Le lendemain matin, Nadia arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir, ses pensées tournant en boucle autour de l'idée que les Delcourt avaient désormais pris l'ascendant dans la communication publique. La seule façon de reprendre le contrôle serait d'agir vite, avant que la conférence prévue à Paris ne verrouille définitivement la situation. À 8 heures précises, elle demanda à Sophie de convoquer une réunion d'urgence avec le service juridique et les principaux directeurs. La salle de conférence, encore imprégnée de l'odeur du café matinal, se remplit rapidement. Karim s'installa à sa droite, Marc à sa gauche, visiblement fatigué, et 3 avocats de son cabinet partenaire prirent place en face d'elle. « Merci d'être venu si tôt », commença Nadia d'une voix ferme. « Nous devons revoir toutes les clauses de l'accord préliminaire avec les Delcourt et identifier précisément nos leviers de sortie. » Les avocats échangèrent un regard rapide. Le plus âgé, Maître Vanel, ouvrit son dossier. « Madame Kwasi, juridiquement, vous n'êtes pas encore liée par un contrat définitif. Toutefois, l'accord cadre que vous avez signé il y a un mois stipule que toute rupture unilatérale sans motif valable pourrait donner lieu à des pénalités importantes, surtout si la rupture est rendue publique. Et que constitue un motif valable dans ce cas précis ? Demanda-t-elle. Essentiellement, une violation des clauses de confidentialité ou des engagements préliminaires. Mais il faudrait démontrer cette violation, ce qui peut être complexe. Marc intervint, visiblement contrarié. Nadia, tu ne peux pas simplement annuler. Même si on trouve un angle juridique, l'impact sur notre réputation serait énorme. Les investisseurs veulent voir ce partenariat aboutir. Elle le fixa sans ciller. Et les investisseurs veulent-ils aussi voir notre entreprise cautionner des comportements qui vont à l'encontre de nos valeurs ? Un silence tendu suivit. Maître Vanel feuilleta ses notes. Nous pourrions envisager une sortie négociée, mais cela impliquerait de discuter directement avec les Delcourt et de trouver un accord confidentiel. Cela vous éviterait un affrontement public, mais il faudrait accepter certaines concessions. Comme quoi ? Par exemple, ne pas évoquer les raisons de la rupture et peut-être même laisser entendre que la décision est liée à des considérations techniques ou financières. L'idée la fit hésiter. Elle savait que garder le silence sur ce qui s'était passé protégerait son entreprise à court terme, mais au prix d'un renoncement profond. « Je veux toutes les options sur la table d'ici ce soir », conclut-elle, et préparer aussi un brouillon de déclaration publique. Je ne dis pas que je vais l'utiliser, mais je veux être prête. Après la réunion, elle retourna dans son bureau, ferma la porte et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. À l'autre bout, une voix chaleureuse répondit. « Nadia, cela fait longtemps. » C'était Armand Lefebvre, un consultant en communication de crise qu'elle avait rencontré lors d'un forum à Genève. Elle lui exposa rapidement la situation, sans entrer dans tous les détails des incidents, mais en soulignant l'annonce prématurée et la pression médiatique. « Ils essaient de te coincer. » Conclut Armand. Classique. Si tu veux inverser la dynamique, il faut créer ton propre récit, avant qu'ils ne verrouillent complètement le leur. Et si je ne veux pas entrer dans leur jeu, alors tu subiras leur version des faits. Dans ce genre de conflit, le silence n'est pas neutre. Ils convinrent de se revoir le lendemain pour travailler sur plusieurs scénarios. En raccrochant, Nadia sentit un mélange de détermination et d'appréhension. Elle savait que chaque heure comptait désormais. Dans l'après-midi, elle reçut un appel de son attachée de presse interne, Élodie. « Nadia, j'ai eu plusieurs demandes d'interview depuis ce matin. Certains médias veulent te parler avant la conférence. Refuse tout pour l'instant et prépare un point presse interne pour demain. Je veux que toute l'équipe sache exactement quoi répondre si on les contacte. » Élodie approuva, mais sa voix trahissait une inquiétude croissante. Lorsque la journée se termina,
Nadia était épuisée, mais elle avait l'impression d'avoir repris un minimum de contrôle. Les Delcourt avaient peut-être pris l'initiative dans les médias, mais elle venait de lancer ses propres manœuvres. Ce n'était que le début, et elle savait que la partie qui s'ouvrait ne se jouerait pas seulement dans les salles de réunion, mais aussi dans l'arène publique. Le surlendemain, Nadia se rendit au bureau d'Armand Lefebvre, installé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris. Les boiseries élégantes et la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux beiges donnaient au lieu un calme presque trompeur. Armand l'accueillit avec un sourire rassurant, mais dès que la porte de son bureau se referma, il entra dans le vif du sujet. « J'ai analysé la couverture médiatique depuis 3 jours. Les Delcourt ont gagné énormément de terrain. Leur annonce a été relayée par toutes les grandes rédactions économiques et certaines publications internationales commencent déjà à en parler comme d'un fait acquis. » Il posa sur la table un dossier épais. « Regarde ça. Des articles, des podcasts, même une émission télé prévue ce soir avec un débat sur l'alliance innovante que vous représentez. » Nadia feuilleta rapidement les coupures de presse. Chaque article utilisait la même photo d'elle prise au château, entourée des Delcourt, un sourire poli figé sur le visage. Les titres parlaient de symbiose stratégique et nouvelle ère énergétique, comme si la signature était déjà derrière eux. C'est volontairement orchestré, constata-t-elle. Bien sûr, et ça a un effet direct sur ton entreprise. Il sortit une feuille imprimée, le graphique de la valeur boursière de Quasi Énergie. La courbe montrait une nette hausse depuis l'annonce. Tes investisseurs sont ravis, tes actionnaires minoritaires aussi. Si tu fais marche arrière maintenant, la chute sera brutale. La phrase resta suspendue dans l'air. Nadia comprenait que ce n'était pas seulement une question d'image personnelle ou de relations publiques, mais un enjeu financier immédiat pour des centaines de personnes. De retour à Marseille en fin de journée, elle trouva Karim et Marc dans la salle de réunion, visiblement agités. Karim parla le premier. « Nadia, on a reçu une alerte du service boursier. Des fonds d'investissement étrangers augmentent leur position sur nos actions. Certains nous contactent directement pour féliciter la direction. Et moi, je leur réponds quoi ? Demanda-t-elle, la voix tendue. Que nous sommes honorés de leur confiance, répondit Marc sans hésiter. Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. L'augmentation de la valeur boursière, en temps normal, aurait été une excellente nouvelle. Mais ici, chaque euro gagnait l'allié un peu plus au Delcourt. Pire, cette hausse créait un levier psychologique. Si elle se retirait, elle ne serait pas seulement accusée d'avoir brisé un accord, mais aussi d'avoir provoqué la perte de valeur des investissements. Le soir même, en rentrant chez elle, elle alluma la télévision machinalement et tomba sur un plateau d'information. Sur l'écran, un bandeau annonçait un partenariat à 1 milliard d'euros qui pourrait révolutionner l'énergie en France. Les invités discutaient avec enthousiasme des opportunités que ce projet allait créer. Aucun d'eux n'avait parlé à Nadia. Aucun ne semblait se demander si elle avait réellement validé l'accord. Son téléphone vibra, un message vocal d'un investisseur institutionnel qu'elle connaissait depuis ses débuts. « Nadia, je tenais à te dire que c'est une étape incroyable pour toi et ton entreprise. Nous sommes impatients de voir comment tu vas transformer cette opportunité. » Elle écouta le message jusqu'au bout, puis le posa sur la table. Un sentiment étrange la traversa, la certitude d'être poussée vers une direction qu'elle n'avait pas choisie. Les murs se resserraient. Le lendemain matin, en arrivant au siège, elle trouva Élodie, son attachée de presse, assise devant son bureau, l'air préoccupé. « Tu dois voir ça », dit-elle en lui tendant une tablette. C'était un article publié sur un grand site économique qui affirmait que selon des sources proches du dossier, Nadia avait elle-même insisté pour accélérer l'annonce publique du partenariat. Le texte décrivait son enthousiasme et sa volonté de surprendre le marché. « C'est faux », souffla Nadia. « Je sais, mais c'est en train de devenir la version dominante. » Nadia comprit alors que les Delcourt n'avaient pas seulement préparé une campagne médiatique pour annoncer le partenariat, ils avaient aussi verrouillé l'histoire de sa genèse. Toute contradiction de ça pourrait passer pour une tentative de se dédire après coup. Elle passa la journée à examiner des scénarios avec Armand par visioconférence. Chaque option comportait un coût élevé. La plus prudente était de négocier en coulisses et de se retirer discrètement. La plus risquée, mais aussi la plus fidèle à ses valeurs, consistait à affronter publiquement les Delcourt avant ou pendant la conférence. Le soir, seule dans son appartement, elle regarda les lumières du port, le téléphone à la main, hésitant à appeler Claire pour lui confier le dilemme. Mais elle savait déjà ce que son ami lui dirait, que ce genre de pression était précisément l'arme préférée des Delcourt, et qu'il fallait décider si elle comptait céder ou résister. Le dimanche précédant la conférence, Nadia décida de s'isoler pour réfléchir.
Elle se rendit dans une petite maison qu'elle possédait sur les hauteurs de Cassis, loin du tumulte marseillais. La bâtisse, simple mais lumineuse, offrait une vue dégagée sur la Méditerranée. Le vent marin apportait une odeur de sel et de pain chauffé par le soleil. Elle avait besoin de ce silence pour démêler ses pensées. Assise à la grande table en bois du salon, elle sortit un vieux carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Les pages, jaunies par le temps, contenaient ses notes des débuts de Kwasi Énergie. Entre les calculs, les croquis de projet et les listes de contacts, elle tomba sur un texte écrit à la hâte. Ne jamais accepter qu'on définisse ma valeur autrement que par mon travail. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait écrit ces mots. C'était à Paris, lors d'un déjeuner avec des investisseurs potentiels, au tout début de son aventure entrepreneuriale. Elle avait alors écouté sans broncher un dirigeant senior expliquer qu'il admirait le courage des femmes venant d'Afrique pour se lancer dans un monde aussi compétitif. La phrase avait été prononcée avec un sourire, mais elle avait compris que derrière ce vernis se cachait une perception biaisée. Elle s'était jurée de ne plus se retrouver dans une situation où elle devrait tolérer ce type de discours pour avancer. En refermant le carnet, elle se dit qu'elle avait peut-être déjà la réponse à son dilemme. Mais cette fois, la mise en jeu était d'une toute autre ampleur. Refuser les Delcourt ne signifiait pas seulement tourner le dos à un contrat, c'était risquer une tempête financière et médiatique. Elle sortit sur la terrasse et composa le numéro de son mentor, Alain Berger, ancien directeur d'une grande entreprise énergétique, aujourd'hui à la retraite. Après quelques sonneries, la voix grave et posée d'Alain résonna dans l'écouteur. « Nadia, ça fait longtemps. Tu as l'air préoccupée. » Elle lui exposa la situation, omettant volontairement certains détails trop sensibles, mais insistant sur le sentiment d'être piégée par une narration qu'elle n'avait pas choisie. Alain écouta en silence, puis répondit « Tu sais, quand j'ai commencé, j'ai dû accepter des alliances qui me mettaient mal à l'aise. Mais j'ai aussi appris que certaines compromissions te poursuivent toute ta vie. Ce que tu décides aujourd'hui fera partie de ton histoire pour toujours. Et si, en refusant, je mets en danger l'avenir de l'entreprise, l'avenir d'une entreprise dépend aussi de la confiance qu'on inspire. Si tu cèdes sur ce qui te définit, tu risques de perdre bien plus que de l'argent. » Ces mots la touchèrent profondément. Elle le remercia et raccrocha, puis resta un long moment à observer l'horizon. Dans l'après-midi, elle reçut un appel vidéo de sa mère, installée à Abidjan. Le visage chaleureux de cette femme qui avait tout sacrifié pour éduquer ses enfants apparut à l'écran. « Tu as l'air fatiguée, ma fille. »« Un peu. Beaucoup de choses à gérer. Je vois ton nom partout sur Internet. On parle de toi avec ces... Comment ils s'appellent déjà ? Les Delcourt. Oui, voilà. Tout le monde ici est fier. Mais toi, es-tu fier ? » La question, posée simplement, l'atteignit plus que toutes les analyses financières et juridiques de ces derniers jours. En raccrochant, elle sentit monter en elle un mélange de nostalgie et de colère. Nostalgie de ces années où elle avançait portée par la seule conviction de faire ce qui était juste. Colère face à cette situation où chaque pas semblait l'éloigner de ce qu'elle voulait incarner. Le soir venu, elle reprit la route vers Marseille. Les lumières de la ville apparaissaient au loin, et avec elles, la conscience que le temps lui manquait. La conférence était dans moins de 24 heures. Elle savait que sa décision devait être claire avant de poser le pied à Paris. Elle se répéta mentalement la promesse inscrite dans son vieux carnet. Cette fois, ce ne serait pas une simple ligne oubliée dans un cahier. C'était peut-être l'axe central de tout ce qu'elle avait construit. Le grand jour était enfin arrivé. L'hôtel Peninsula, situé au cœur du 8e arrondissement de Paris, accueillait la conférence de presse tant attendue. La salle de bal, majestueuse et ornée de fresques délicates, s'était transformée en un théâtre de la haute finance. Des centaines de journalistes, photographes et caméras étaient disposés en rang serré, prêts à capturer chaque détail. Nadia, vêtue d'un tailleur sombre parfaitement coupé, entra dans la salle accompagnée de son attachée de presse, Élodie. Son pas était assuré, mais dans ses yeux brillait une détermination que peu avaient encore perçue. Elle savait que ce moment serait décisif, que ses paroles, prononcées devant des centaines de témoins et des millions de téléspectateurs, scelleraient son avenir professionnel et personnel. La famille Delcourt occupait le devant de la scène. Madame Éléonore, entourée de ses enfants et petits-enfants, accueillait les invités avec un sourire charmeur et un éclat de puissance dans le regard. Les discours d'ouverture commencèrent par le patriarche, suivis de plusieurs allocutions vantant la synergie entre les deux groupes. Les journalistes prenaient des notes, certains chuchotaient entre eux, d'autres échangeaient des regards complices. Puis vint le moment où Nadia fut invitée à prendre la parole. Une technicienne lui tendit le micro et elle s'avança lentement vers le pupitre, ses yeux balayant la salle. Le silence s'installa comme une onde palpable. Elle prit une profonde inspiration. «
Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la voix claire, sans hésitation. Elle marqua une pause, laissant son regard s'attarder sur l'assemblée. Ce soir, une alliance a été présentée comme une union harmonieuse, une avancée historique vers un avenir plus vert et plus durable. Mais je ne peux pas laisser cette image masquer la réalité telle que je l'ai vécue. Un murmure parcourut la salle, certains fronçant les sourcils, d'autres redressant la tête, intrigués. Les valeurs d'une entreprise ne se mesurent pas uniquement à la taille des contrats qu'elle signe, ni à la puissance médiatique de ses partenaires. Elles résident dans le respect, dans l'intégrité et dans la dignité accordée à chaque individu, indépendamment de ses origines ou de sa culture. Elle avança d'un pas, serrant légèrement le micro. J'ai été témoin, au cours des dernières semaines, d'attitudes qui, loin d'honorer ses valeurs, les bafouaient. Des propos, des comportements qui ne peuvent être tolérés ni dans nos vies privées, ni dans nos relations professionnelles. La salle se figea. Les Delcourt échangèrent des regards inquiets, leur sourire s'effaçant. Madame Éléonore ouvrit la bouche, prête à répliquer, mais Nadia poursuivit. En conséquence, et après une réflexion profonde, j'annonce aujourd'hui que Kwasi Énergie se retire immédiatement des négociations avec la famille Delcourt. Notre entreprise choisit de défendre ses principes avant tout intérêt financier. Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Les caméras capturèrent chaque expression, chaque frisson d'incrédulité. Quelques journalistes s'interrogèrent à voix basse, certains prirent des notes frénétiquement. « Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère », expliqua-t-elle. « Mais je refuse de faire partie d'un projet où le respect n'est pas la première pierre. Je remercie mes équipes, mes partenaires et ceux qui partagent cette vision d'un monde professionnel juste et inclusif. » Elle reposa le micro et recula de quelques pas. Le silence se transforma lentement en un murmure qui monta crescendo. Certains applaudissements éclatèrent, timides au début, puis plus affirmés. Plusieurs journalistes se levèrent pour acclamer cette posture courageuse. Les Delcourt, blêmes, se levèrent à leur tour, tentant de reprendre la main. Madame Éléonore s'approcha du pupitre, mais Nadia avait déjà tourné les talons, le regard droit et la démarche assurée. Alors qu'elle quittait la salle, des flashs crépitaient tout autour. Elle savait que cette soirée marquerait un tournant, que les conséquences seraient nombreuses. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait au fond d'elle une paix nouvelle, née de la cohérence entre ses paroles et ses actes. À peine la porte de la salle refermée derrière elle, Nadia fut assaillie par une nuée de journalistes qui avaient quitté précipitamment leur siège. Les micros et les caméras se tendaient dans sa direction. Les questions fusaient, désordonnées, certaines agressives, d'autres admiratives. Élodie, son attachée de presse, tenta de créer un passage en écartant la foule, mais l'excitation était trop forte. « Madame Kwasi, est-ce une accusation directe contre la famille Delcourt? Allez-vous engager des actions en justice? Craignez-vous des représailles économiques ?» Nadia leva la main pour obtenir un semblant de silence. Sa voix, ferme mais posée, se fit entendre malgré le tumulte. « Ce que j'ai dit à l'instant est ma position définitive. Je n'entrerai pas dans les détails par respect pour toutes les parties, mais je maintiens que nos valeurs ne sont pas négociables. » Elle refusa poliment de répondre aux autres questions et poursuivit son chemin, escortée par Élodie et 2 agents de sécurité de l'hôtel. Dans le hall, elle aperçut Karim, venu spécialement de Marseille pour assister à la conférence. Son visage affichait un mélange de stupéfaction et de fierté. « Tu viens de déclencher un séisme » murmura-t-il. « Il fallait que ça soit dit » répondit-elle simplement. À l'extérieur, une pluie fine tombait sur l'avenue Kléber. Les flashs continuaient de crépiter alors qu'elle montait dans la voiture qui l'attendait. À peine assise, elle reçut un appel d'Armand Lefebvre. « Nadia, bravo, mais prépare-toi, la riposte ne va pas tarder. » Il ne s'était pas trompé. Moins d'1 heure plus tard, dans les salons de l'hôtel, les Delcourt tinrent une déclaration improvisée. Les chaînes d'information diffusaient déjà leurs propos. Ils se disaient surpris par la décision de Nadia, affirmant qu'aucune tension n'avait été portée à leur connaissance et insinuant qu'elle cherchait peut-être à obtenir de meilleures conditions financières. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Sur Twitter et LinkedIn, les avis se divisaient. Certains saluaient son courage, d'autres la critiquaient pour avoir gâché une opportunité historique. Des hashtags apparurent, certains en soutien, d'autres moqueurs. De retour dans son hôtel, Nadia réunit rapidement son équipe rapprochée par visioconférence. Élodie proposa de préparer un communiqué détaillant les raisons de la rupture, mais Nadia refusa. « Ce n'est pas à nous d'entrer dans un cycle d'accusations et de justifications. Mon discours est clair. Plus on parle, plus ils auront de matière pour nous attaquer. » Karim approuva, mais Marc exprima ses craintes quant aux réactions des marchés. « Nos actions vont chuter, c'est certain. Il faut s'y préparer et rassurer nos investisseurs. » Nadia hocha la tête. «
Alors rassurons-les. Organise-moi des rendez-vous avec nos principaux partenaires dès demain. Je veux leur parler directement. Dans la soirée, elle reçut un message de Claire depuis Casablanca. Ton discours tourne en boucle ici. Tu es en train d'inspirer beaucoup de monde. Tiens bon. Ces mots lui donnèrent un élan de force au moment où la pression extérieure s'intensifiait. Vers minuit, elle monta sur le toit terrasse de l'hôtel pour prendre l'air. La vue sur Paris, éclairée par les lumières tremblantes, semblait irréelle. Elle savait qu'à cet instant, dans des bureaux feutrés, la famille Delcourt et leurs conseillers élaboraient une contre-attaque. Mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis le début de cette affaire, c'était elle qui avait imposé le rythme. Au matin suivant, la presse internationale reprit massivement la scène de la veille. Les images de Nadia quittant le pupitre, sous un tonnerre de flash, passaient en boucle sur les chaînes d'information. Des journaux anglo-saxons titraient « Une dirigeante française défie les puissants », tandis que certains médias français adoptaient un ton plus critique, évoquant un coup d'éclat risqué. À 9 heures, Nadia était déjà en réunion téléphonique avec plusieurs de ses investisseurs. Le premier à intervenir fut un gestionnaire de fonds new-yorkais. « Nous avons été surpris par votre annonce, Madame Kwasi, mais nous respectons votre position. Pouvez-vous nous assurer que l'entreprise reste stable financièrement ?»« Absolument, » répondit-elle d'une voix ferme. « Notre carnet de commandes est solide et nous travaillons déjà sur d'autres opportunités de partenariat. » L'appel se poursuivit avec un banquier suisse, plus direct. Le marché réagit violemment. Vos actions ont perdu 12% à l'ouverture. Il faut communiquer rapidement pour éviter une spirale. Nous préparons un message destiné à l'ensemble de nos parties prenantes, affirma Nadia. Il sera diffusé avant la fin de la journée. Une fois la réunion terminée, elle convoqua son équipe de communication. Élodie présenta un projet de communiqué qui mettait en avant la résilience et la vision à long terme de l'entreprise, sans mentionner les Delcourt. Nadia valida, puis ajouta « Nous devons aussi montrer des signes d'expansion. Contactez nos partenaires en Scandinavie et en Afrique de l'Ouest, proposez-leur de rendre public l'état d'avancement de nos projets. » Dans l'après-midi, un appel inattendu arriva. Le président d'une grande ONG environnementale qui suivait de près les évolutions dans le secteur énergétique souhaitait la rencontrer. « Votre prise de position nous a impressionnés, dit-il. Nous cherchons des entreprises prêtes à incarner un modèle éthique. Si vous êtes intéressé, nous pourrions discuter d'un partenariat stratégique pour le prochain sommet international sur l'énergie propre. » Cette proposition, bien que préliminaire, renforça sa conviction qu'un positionnement ferme pouvait aussi ouvrir de nouvelles portes. Mais les contre-attaques ne tardèrent pas. Dans une interview accordée à une chaîne nationale, l'un des fils Delcourt insinua que Nadia avait été mal conseillée et qu'elle cherchait à se faire de la publicité sur leur nom. Le ton, volontairement condescendant, provoqua des réactions outrées sur les réseaux sociaux, mais aussi un certain soutien à leur égard dans des cercles économiques conservateurs. En début de soirée, Armand Lefebvre l'appela pour lui faire part d'une rumeur. D'après mes contacts, les Delcourt envisagent de lancer une procédure pour rupture abusive des négociations. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de chance sur le plan juridique, mais l'objectif serait de te nuire médiatiquement. Qu'ils essaient, répondit Nadia. Chaque attaque publique ne fera que confirmer ce que j'ai dénoncé. En parallèle, des messages de soutien affluaient de toutes parts. Entrepreneurs africains, associations professionnelles, jeunes diplômés qui voyaient en elle un modèle. Certains proposaient même de collaborer. Avant de quitter son bureau ce soir-là, Nadia reçut un appel de sa mère. « Ici, tout le quartier parle de toi, ma fille. Les gens te voient comme une héroïne. Mais moi, je veux juste que tu tiennes bon et que tu prennes soin de toi. » En raccrochant, Nadia sentit un regain de force. Elle savait que les semaines à venir seraient encore marquées par des tensions, mais elle voyait aussi poindre une nouvelle phase, celle où, malgré les attaques, son entreprise pourrait se reconstruire sur des bases plus solides et plus alignées avec ses valeurs. 3 mois s'étaient écoulés depuis la conférence au Peninsula. La tempête médiatique s'était progressivement apaisée, remplacée par un paysage plus clair où les soutiens de Nadia s'étaient affirmés et les attaques des Delcourt avaient perdu de leur intensité. Les procès médiatiques avaient laissé place à un constat. Elle avait tenu sa position et son entreprise était toujours debout. Ce matin-là, dans son bureau baigné de lumière, Nadia relisait les dernières lignes d'un contrat qu'elle s'apprêtait à signer. Il s'agissait d'un partenariat avec un consortium international regroupant des investisseurs scandinaves, asiatiques et africains. L'accord prévoyait la construction de plusieurs centrales solaires et éoliennes sur 3 continents, avec un budget total équivalent à celui qu'auraient représenté les Delcourt, mais cette fois, avec des partenaires qui partageaient ses valeurs. Karim entra, un large sourire aux lèvres. Tout est prêt pour la signature. Les représentants seront là dans 1 heure. Parfait,
répondit-elle en fermant le dossier. Marc, qui avait longtemps plaidé pour la prudence et le compromis, avait lui aussi changé de ton. Ces dernières semaines, il avait été impressionné par la capacité de l'entreprise à attirer de nouveaux investisseurs malgré la crise. « Je dois l'admettre, dit-il en rejoignant la conversation, je n'aurais jamais cru qu'on se relèverait aussi vite. Mais on ne se contente pas de se relever, on avance. » La signature eut lieu dans la grande salle de réunion, en présence de journalistes soigneusement sélectionnés. Cette fois, c'était Nadia qui contrôlait chaque détail de la communication. Pas de discours improvisés, pas d'images volées, pas de mise en scène forcée. Elle prit la parole avec un ton posé, rappelant l'importance de l'innovation énergétique et de la collaboration équitable entre partenaires. Ce projet, déclara-t-elle, repose sur un principe simple: construire ensemble, dans le respect mutuel, sans compromis sur nos valeurs. Les applaudissements furent chaleureux, sincères. Les photos capturèrent un moment d'authenticité, loin du faste artificiel des Delcourt. Dans les jours qui suivirent, l'annonce fit le tour des médias spécialisés. Plusieurs articles soulignaient la résilience stratégique de Kwasi Energy, mettant en avant sa capacité à transformer une crise en opportunité. Certains commentateurs notèrent même que l'entreprise sortait renforcée de cette épreuve, ayant prouvé qu'elle pouvait refuser un partenariat toxique tout en restant compétitive. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Nadia reçut un appel vidéo de sa mère. « Alors, ma fille, on dit que tu as encore signé un grand contrat ?»« Oui, maman. » « Et celui-là, je le signe avec le sourire. Tu vois, quand on tient à ce qui est juste, la vie finit par ouvrir d'autres portes. » Nadia resta un moment à regarder le visage maternel sur l'écran, émue par la simplicité de ses mots. Quelques semaines plus tard, elle fut invitée à intervenir lors d'un forum international sur l'entrepreneuriat éthique à Genève. Devant un auditoire composé de dirigeants, de jeunes entrepreneurs et d'étudiants, elle raconta, sans entrer dans les détails polémiques, comment elle avait choisi de rompre un accord pour préserver ses convictions. « Ce que j'ai appris, dit-elle en conclusion, c'est que la dignité n'a pas de prix. On peut rebâtir un chiffre d'affaires, on peut trouver de nouveaux marchés, mais on ne récupère jamais le respect que l'on perd en se trahissant soi-même. » La salle se leva pour l'applaudir, et parmi les visages dans le public, elle crut reconnaître celui de jeunes entrepreneuses qui prenaient des notes frénétiquement. Peut-être que son histoire les aiderait, elles aussi, à tracer leur chemin sans céder aux compromis indignes. En quittant la scène, elle sut qu'un chapitre venait de se refermer. Non pas celui d'un simple conflit d'affaires, mais celui d'une épreuve qui avait redéfini ce qu'elle voulait être, pour elle-même et pour ceux qui croyaient en elle.